Bonjour, très heureuse de vous retrouver pour cette quotidienne du 21 juin en 3 parties comme d'habitude. En actu, à Loing, la fermeture de 2 classes du village suscite une vague d'émotion dans le district. Les 2 co-initiatrices de la pétition, Sauvons la petite école du village de Loing, commentent la situation en plateau. En sport, le FC Stade Lyonnais clôture sa saison sur une note positive malgré une Promotion League compliquée et une 8e place des playoffs. Nyon s'est qualifié pour la prochaine Coupe Suisse. Entretien en plateau. Enfin, en culture, direction le château de Nyon avec l'artiste Lucas Solari qui vous fera voyager de Rolle jusqu'aux Pays-Bas avec sa prochaine exposition Une île, le Nord, l'hiver, à voir du 16 juillet au 15 août. À Loing, la fermeture de 2 classes à la rentrée scolaire suscite une vague d'émotion dans le district. La conseillère d'État Cécile Armarel est intervenue dans le dossier pour préciser que la fermeture du collège revêt un caractère provisoire. On en parle avec les 2 co-initiatrices de la pétition Sauvons la petite école du village de Loing. Malika André, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Myriam Dutruy, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur ce plateau. Alors, soulagée par cette nouvelle ou non? Pas vraiment. Je pense que c'est une nouvelle qui est plutôt faite pour apaiser les tensions qui sont créées et puis toutes les problématiques qu'on a peut-être soulevées dans ce qui s'est passé. C'est une nouvelle qui veut être d'un côté un peu rassurante pour la population en disant on la ferme que provisoirement. Mais d'un autre côté, ils ne peuvent pas nous garantir que ce sera que provisoire. Donc, autrement dit, vous n'y croyez pas que ce soit provisoire pour vous voilà, on vous cache un petit peu la suite. Pour moi, ça ne peut pas être que provisoire vu que les responsables de cette fermeture ne demandent pas les arguments qui ont été expliqués à cette fermeture par l'établissement scolaire. Alors jusqu'ici, vous avez récolté 1275 signatures. Où est-ce que vous en êtes? Parce que je sais que ça avance de jour en jour. Qu'est-ce qui se dit? Est-ce que vous pouvez peut-être nous faire un petit résumé, Malika André? Oui, alors écoutez, la pétition, elle est arrivée à son terme. Donc on a récolté ces 1275 signatures. On les a envoyées à qui de droit, donc aux responsables d'enfance et jeunesse, à la DGO, qui est la Direction générale de l'enseignement primaire. On a aussi envoyé à Madame Amarel. On a attendu longtemps des retours et on a aussi envoyé à la Direction des écoles de Rolle. On a attendu, comme je l'ai dit, donc longtemps un retour des différentes instances. Actuellement, on a eu le retour d'à peu près tout le monde. On a pu rencontrer une dernière fois Enfance et Jeunesse vendredi dernier. Et la décision est donc tombée comme quoi c'était une fermeture provisoire actuellement donc, de ces locaux. Mais comme a très bien dit Myriam Dutruy, nous, personnellement, nous n'y croyons pas, du fait justement que tous les arguments qui ont été annoncés et énoncés par la direction des écoles n'ont pas été démentis. Alors on va essayer de comprendre justement qu'est-ce qui fait que vous ne soyez pas d'avis que cette école justement ferme. Vous êtes tous 2 mamans, vous avez signé cette pétition. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc vous avez appris que la direction souhaitait fermer cette école et vous n'êtes pas d'accord. Pourquoi simplement? Pourquoi on n'est pas d'accord de fermer? Parce qu'il y a toute une problématique déjà financière qui est là derrière, qui est effectivement nous sommes mamans, mais nous sommes aussi contribuables. Et quand on sait que lors de ces dernières années, il y a plus de 45 millions qui ont été dépensés sur l'arrondissement de Rolle et environ pour des constructions de bâtiments, des bâtiments provisoires dernièrement qui vont encore être construits cet été, qu'à tous les intercommunales, l'association Enjeux Enfance et Jeunesse, qui est l'association intercommunale, réclame de nouveaux locaux scolaires qui sont en manque de locaux et que d'un autre côté on nous ferme. C'est vrai que ça peut paraître paradoxal, parce que dans le district, on entend partout qu'il manque de la place, notamment à Rolle. Et puis, du côté de Cécile Armarel, dans le courrier qu'elle vous a envoyé, elle vous écrit finalement que si cette école ferme, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'élèves à la rentrée. Donc, on pourrait finalement se poser la question du bien-être des enfants, si vous êtes d'accord. On entend aussi dire du côté des directeurs que justement, toutes les infrastructures ne sont pas suffisantes à Loing. Est-ce que vous êtes d'accord avec cet avis ?
Non, je ne suis pas d'accord avec cet avis. Sachant que ça fait maintenant quand même un certain temps que cette école est ouverte, que jusqu'à maintenant, elle n'a jamais posé de problème au niveau de ses infrastructures. Alors oui, effectivement, il manque une salle de gym, mais comme dans d'autres classes du district, enfin de Rolle et environ, on peut reprendre typiquement l'école du Château, où là, il y a aussi 2 classes qui n'ont pas non plus de salle de gym, qui n'ont pas de salle de dégagement pour pouvoir faire de l'appui ou pour faire d'autres choses, qui n'ont pas de salle des maîtres, qui n'ont pas de salle de travaux manuels. Donc le problème est exactement le même qu'à Loing, mais nos enfants et nos élèves de Loing n'ont jamais manqué de cours ou de leçons, sachant que la gym, les travaux manuels étaient faits dans une autre école, comme pour les enfants de Rolle, que les déplacements ne se faisaient pas sur temps scolaire, comme l'a pu le prétendre le directeur Rosa, mais se faisaient en dehors des heures scolaires, donc il n'y avait pas de perte de temps pour les enfants. Donc, ils ont quand même bénéficié de la totalité du dispositif. On nous a aussi évoqué le fait qu'ils ne pouvaient pas bénéficier du parascolaire au même titre que les enfants de Rolle ou de J ou de Dully, ce qui est complètement faux, puisque les enfants, il y avait des enfants de Loing qui étaient au parascolaire, qui prenaient le bus évidemment, mais qui allaient sur les sites de J et de Dully. Donc c'est des choses c'est des arguments qui ont été avancés, qui ne justifiaient pas en soi cette fermeture. On nous a aussi rétorqué qu'il fallait déplacer des enfants. Ça, de toute façon, depuis 60 ans que cette école existe, il y a toujours eu des enfants qui se déplaçaient, parce que cette école regroupait les enfants qui venaient des villages de Tarteniens, Bursin, Vinzel et Loing. Ouais. En tant que maman, pardon, vous avez aussi plusieurs enfants, vous savez qu'à un moment ou l'autre, il va falloir vous déplacer. Et ça, c'est pas un problème. On ne critique pas le fait que nos enfants doivent prendre le bus. Hein. Ça me gêne pas du tout. Si on me dit, OK, on met que des 2P, c'est pas faisable, c'est 1-2 dans le canton de Vaud, mais par exemple, on met que des 3P à Loing, pas de souci. Ma petite qui va rentrer en 1P, mais elle prend le bus, elle est autonome, il n'y a aucun problème. Ça, c'est pas une argumentation pour moi. Les transports, ils existent, les transports, ils sont là. Et ils ont toujours existé. C'est comme pour aller à la gym, les transports, ils étaient organisés. Donc tout roulait, tout est organisé. Du point de vue externe, on a l'impression qu'en fait, tout le monde se renvoie un peu la balle. Au centre du village, le syndic, Claude Guignard, vous soutient. Il fait partie également du comité d'enjeu. C'est intéressant parce que du coup, il n'a pas le même avis que le reste du comité. Quelle marge de manœuvre et justement, quelle discussion vous avez pu avoir avec lui ? Alors c'est assez compliqué parce qu'il est quand même lié dans ses obligations, hein, donc il peut nous transmettre certaines informations qu'il peut retransmettre à toute la population, mais après il y a beaucoup d'informations où il nous faut carrément nous adresser à la présidente du CODIR, donc du conseil de direction. Claude nous a toujours transmis son soutien. Maintenant, il a pris la responsabilité aussi d'annoncer à tous ses habitants la fermeture de cette école, qui, je pense, a été une bonne chose. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'on l'a tous appris, parce qu'autrement, je pense que nous ne le saurions toujours pas. Oui, sachant qu'il ne fera pas partie de la prochaine législature, est-ce que là, vous êtes un peu plus inquiète ? Je pense qu'il y a des municipaux derrière qui comprennent quand même l'argumentation de leur population. Ils sont quand même élus par la population, donc ils sont quand même là pour défendre nos pensées et puis nos demandes. J'espère qu'ils se feront entendre et j'espère surtout qu'ils prendront ce dossier en main. Parce que j'ai l'impression, quand on s'adresse à enfance et jeunesse, ils n'ont pas tous les éléments. Ils donnent crédit et puis ils accordent leur crédit à tous ceux qui les interpellent en leur disant « c'est comme ça ». Mais ce n'est pas vrai. Encore vendredi dernier, nous avons une réunion avec Enfance et Jeunesse où on leur a demandé pourquoi est-ce qu'ils avaient accepté de fermer Loing et ils nous ont clairement répondu « ce n'est pas nous, c'est la DGO ». Alors que sur les courriers de la DGO et de Mme Amarel, c'est clairement dit que c'est la responsabilité de Enjeu. Donc il y a cette confusion justement. Mais aujourd'hui, sachant que la décision est prise, que cette fermeture, elle est imminente, mais à caractère provisoire, comme l'explique Cézla Amarel, jusqu'où est-ce que vous êtes prête à aller, Malika André ? Qu'est-ce qui va se passer pour la suite ?
Eh bien, pour la suite, pour cette rentrée scolaire, malheureusement, il n'y a plus grand-chose à faire. Maintenant, on a clairement dit que nous serions attentifs durant les prochaines années, la prochaine rentrée, la rentrée suivante, à savoir qu'est-ce qui va se passer, comment va se passer les enclassements. Et là où on va être très attentif, c'est si tout d'un coup, ils venaient à nous proposer des bâtiments provisoires sur un site ou un autre. Là, effectivement, on risque de ne pas être d'accord avec eux. Et pour terminer, pour qu'on puisse peut-être ancrer encore un peu plus la situation, Myriam Dutruy, pour vous, qu'est-ce que ça veut dire pour vos enfants à cette rentrée, la prochaine ? C'est un bon chamboulement pour eux parce que je pense quand même qu'une école de village, c'est un apport pédagogique. Effectivement, l'école apporte tout ce qui est pédagogique, mais c'est aussi l'entrée dans la sociabilisation. Pour les petites classes de 1-2P, on apprend aux enfants à vivre ensemble, on leur apprend à communiquer, on leur apprend à nouer des liens. Et ces écoles de quartier ou de village, que ce soit de quartier dans les grandes villes ou de village dans nos villages, c'est aussi là où ils se forment leurs premières amitiés. Mais je vais vous embêter un peu justement du fait que cette classe soit trop petite. Est-ce que ce n'est pas justement un désavantage de les sociabiliser dans des petites classes et ne pas les mettre directement avec plus de monde ? Qu'est-ce que ça veut dire plus de monde pour vous? 3 enfants? Parce que c'est ce qui se passe. À GI, ils sont 3 de plus que ce qu'ils auraient été à Loin. Est-ce qu'une grosse différence entre 16 élèves ou 19 ensemble? Je pense pas. Je pense qu'au bout d'un moment, quand on passe un certain nombre d'élèves, qu'ils soient 16 ensemble ou qu'ils soient 19, il y a plus grande différence. Mais je trouve bien dommage que M. Rosa, directeur de l'établissement de Relais Environ des primaires, n'a présenté que les chiffres des enfants de Loin, et non le chiffre de tous les enfants qui bénéficient de l'école de Loin. Ça veut dire les enfants de Tartenière, de Bursin, de Vinzel et de Loin. La direction des écoles aura bien entendu la parole si elle le souhaite. Pour vous, mesdames, si on veut continuer à suivre vos nouvelles et aussi la suite peut-être de cette pétition « Sauvons la petite école du village de Loin », j'imagine que vous donnerez la suite sur votre site internet. Oui, bien sûr. Dès qu'on aura plus de nouvelles ou dès qu'il y aura quelque chose à noter, on le notera. Malika André, Myriam Dutruy, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Une excellente journée à vous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. Le FC Stade Lyonnais clôture sa saison sur une note positive, malgré une Promotion League compliquée durant laquelle les jaunes et noirs ont encaissé pas mal de défaites et terminé sur un match nul. Et une 8e et dernière place des playoffs, Nyon s'est qualifié pour la prochaine Coupe Suisse lors d'un match qui s'est fini au tir au but contre Brighton Reign. C'était vendredi soir à Colovray. On fait le bilan de cette saison avec Varoujan Simonov, qui est manager général du FC Stade Lyonnais. Bonjour Varoujan. Bonjour. Et Domingos Ribeiro, qui est coach assistant de cette première équipe. Bonjour. Domingos. Domingos, du coup, revenons sur ce match de vendredi. C'était chaud, c'était stressant, j'imagine, parce que fin comme ça au tir au but et finalement qualification pour la Coupe Suisse. C'était un match à voir, puisque par rapport au déroulement du match, on perdait 2-0 jusqu'à la 84e. Et je crois que pour le bien du club, pour le bien aussi de l'état d'esprit qu'ils ont manifesté sur le terrain, je crois que c'est très bien d'être qualifié comme ça. La Coupe Suisse, Varoujan, qu'est-ce que ça représente pour le FC Stade Lyonnais? Justement, moi je suis très content qu'on a passé encore une fois au pénalty. Il y a 2 ans, c'était pareil contre Nottingham. Oui. Et j'ai dit tout de suite après le match, on perdait 2-0, on est revenu au score. C'était vraiment un état d'esprit extraordinaire. Et moi, j'ai dit tout de suite aux joueurs, après, voilà, on est une équipe de coupe, on devient une équipe. Il y a dans beaucoup de championnats, il y a des équipes de coupe. Et maintenant, depuis 5 ans que je suis là, on était toujours qualifiés pour la Coupe Suisse et ça fait plaisir. Ouais. On ne s'est pas fait sortir avant le 16e. Ouais, voilà. Donc c'est une crédibilité en fait pour le club de participer à cette Coupe Suisse, d'être qualifié. Oui, c'est quand même aussi une motivation pour les jeunes, ouais. Pour la région quand même. Si on joue Thun, on a joué Grasshopper, on a joué IB, on a joué Lausanne Sport l'année passée. C'est quand même, ça fait du bien. Et, ouais. C'est bien pour la région. Ouais. Domingos, revenons sur cette saison du coup en Promotion League. Alors, bien sûr, il y a eu un arrêt pendant longtemps dû au Covid, puis après finalement une reprise possible de cette Promotion League au printemps. Ça s'est clôturé le 12 juin dernier face à Yverdon, un match nul, mais il y a eu pas mal de défaites, je le disais en introduction, qui ont été encaissées. Comment on explique tout ça ?
Alors moi, je vais essayer d'être le plus succinct possible. C'est que ce soit Anthony Breza ou moi, quand on est arrivé au Stade Lyonnais, en fait, on a repris un groupe qui avait fait un bon premier tour. Donc c'était au mois de février, on était parti là-dessus, avec une bonne préparation. Après, il y a eu le Covid qui est arrivé, qui a tout stoppé. Il faut savoir qu'après ce groupe-là, qui était quand même un bon groupe, qui était sur une bonne dynamique, il y a eu 7 changements. Donc quand tu fais 7 changements qui font pratiquement un tiers de l'équipe, du contingent, il faut recréer un état d'esprit, il faut recréer pas mal de choses. Et le début de saison, il a été un peu léger au niveau des résultats. Donc beaucoup de matchs nuls, alors une structure défensive quelque part cohérente, mais on n'arrivait pas à enchaîner. Après, dès qu'on a enchaîné les résultats, qu'on était dans une bonne dynamique, boum, de nouveau l'arrêt. Donc qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas comment on allait reprendre, ainsi de suite. Donc on perd notre meilleur attaquant qui part donc à l'étranger. On ne fait pas de recrutement. Et après, il a fallu de nouveau repartir un petit peu dans ce processus de création d'état d'esprit de groupe avec une équipe amoindrie. Oui, parce qu'il y a eu des blessés, beaucoup. Alors pas au début. Au début, ce qui nous a permis d'être dans les playoffs. Parce qu'on était au match décisif à Könitz. Même en gagnant, on n'était pas sûr de faire les playoffs. Donc on a gagné le match, qui était quand même primordial pour nous, avec les résultats aussi des équipes adverses qui nous ont permis d'intégrer ces 8 premiers. Et c'est là après qu'on a eu les blessés et qu'on a eu un déficit au niveau du bloc offensif, et ce qui nous a empêché, entre guillemets, d'avoir des résultats cohérents dans cette phase de play-off. Mais on savait que quoi qu'il arrivait, de toute façon, on se maintenait en première ligue promotion. Après, l'objectif primordial pour le club, c'était de se qualifier pour la Coupe. Et ce qu'on a réussi à faire, tant bien que mal, parce que ce n'était pas évident de revenir de 0-2 contre Brighton Hove. Et après, quand tu fais le bilan général, on a fait les playoffs et on s'est qualifié pour la Coupe Suisse. Voilà un petit peu par rapport à ça. Donc finalement, Varoujan, les objectifs atteints, se qualifier pour les playoffs et puis se qualifier pour la Coupe Suisse, même si du coup cette saison a été compliquée puis que vous terminez le FC Stade Lyonnais dernier du coup des playoffs, donc 8e. Quel est ton regard à toi, Varoujan? Non, pour moi, voilà, avec la qualification pour la Coupe Suisse, c'était quand même l'objectif était atteint. Si on finit 3e ou on gagne le match qualificatif pour la Coupe, pour moi, c'est la même chose. Le 8e, oui, le 8e, si on gagnait un match de plus, on était 4e ou 5e. Mais voilà, après, avec toutes ces circonstances, qu'on a même 2 attaquants qu'on a lâchés en hiver, c'est quand même une saison pas ratée, mais à la fin quand même, je veux dire, un bilan mitigé, mitigé, voilà. Ouais. Mais à quel point, moi je me demande, du coup, vous êtes en train tous les deux de parler aussi des absences de certains joueurs, aussi de certains joueurs qui sont partis à l'étranger et autres. Pour ce qui est de la pandémie, à quel point est-ce que justement elle a fragilisé cette saison du FC Stade Lyonnais et plus largement le maintien du club et la santé du club? Vous dites le maintien au niveau financier ou... Oui, par exemple, effectivement. Non, à ce niveau-là, on n'avait pas de se faire des soucis parce que voilà, on a quand même notre président qui couvre s'il y a des dettes, mais on a eu aussi l'aide de le Fonds du sport au premier tour, un peu, que je dois le remercier, et aussi le caisse chômage avec le RHT qu'on a pu, mais seulement à partir de janvier. Avant, ils n'ont pas pris en charge. Qui nous a aidés quand même pendant 2 mois et demi, jusqu'on a repris la Promotion League. Et voilà, comme ça, au niveau administratif, financier, ça nous a aidés quand même. Sinon, ça aurait été difficile. Parce qu'au niveau, s'il y a une petite déception, c'est au niveau de l'ASF. Là, on n'a rien reçu. C'est quand même... un peu dommage parce qu'on est la Promotion League, on est le 3e niveau suisse et eux, ils se sont cachés toujours derrière le Suisse olympique. Oui, il faut voir avec le Suisse olympique, il y a des fonds qu'on peut... Mais là, c'est trop compliqué. Moi, je ne connais pas combien de clubs, je ne sais pas, ils ont fait cette demande-là. Mais sinon, voilà, avec les subventions du Fonds du sport et de la ville de Nyon, qui nous aide toujours chaque année avec les subventions. Ça,
on s'en sortit pas mal. Ouais. Au niveau du mental et du moral plutôt du club et de cette première équipe, justement, d'arriver à la consolider, d'arriver malgré justement le manque d'entraînement, etc. Domingos, finalement, ce bilan même mitigé sur cette saison-là de Promotion League, toi, tu le vois comment au niveau du maintien, on va dire, de l'équipe et du moral? Bon, au début, il n'y a pas eu trop de soucis parce qu'on savait que les joueurs faisaient leur travail au quotidien chez eux, en individuel, mais ce n'était pas la même chose que quand tu étais au niveau du collectif. Parce qu'au départ, on était bien, il y avait peu de blessés, on a quand même fait une bonne préparation et tout. Et nous, c'est dès qu'on a commencé les matchs, puisqu'on savait qu'il y avait 3 matchs à faire, et chez nous, on a loupé beaucoup de matchs. Je pense que si on fait un bilan comptable, on a pris très peu de points à domicile. Donc il y a eu, je crois, beaucoup de défaites à domicile. Et on a réussi l'objectif en allant chercher des points à l'extérieur. Donc heureusement. Et c'est dans ce match à Königs où on n'est pas en situation favorable. Et je ne sais pas ce qui serait passé si on avait perdu ce match-là, qu'on se retrouvait dans les playdowns. Donc ça aurait pu être compliqué. On peut regarder vers l'avenir maintenant. Parlons de la constitution peut-être de cette équipe. On a appris récemment que Anthony Baron, donc fidèle capitaine et pilier de l'équipe, ainsi que Loïc Ambala allaient quitter Nyon donc, pour Yverdon. Yverdon qui a été promu en Challenge League. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'équipe de Nyon? Bon, c'est pas les seuls. Je pense qu'après, Varoujan pourra vous expliquer. Je crois qu'il y a une restructuration complète du contingent, puisque je crois qu'il y aura entre 10 et 12 départs, qui sont énormes. Donc il y a des joueurs qui partent au-dessus, ce qui est tout à fait normal. Et au contraire, nous, on est contents par rapport au développement qu'il y a eu, puisqu'il y a des joueurs qui partent en Challenge League. D'autres s'en vont pour des choix de joueurs. Donc ça veut dire qu'il va falloir reconstituer une toute nouvelle équipe en fait. Et c'est pour ça qu'on revient toujours au même, c'est-à-dire que quand tu as 10 à 12 départs, donc il faudra reprendre 10 à 10 nouveaux joueurs, il y a un groupe à refaire, un groupe à reconstituer, des idées de jeu communes à mettre en place. Et ça prend du temps. Ça prend du temps. Et il ne faut pas qu'on soit dans la même dynamique qu'on a eu l'année passée, où on a mis peut-être 6-7 matchs à pouvoir recréer un noyau. Il y a ce qu'il faut, il y a assez de ressources à Nyon dans les équipes secondaires et... Alors nous, on a ponctionné en tout, puisqu'il y a une bonne synergie entre les deux équipes. Il faut savoir que sur les playoffs, il y a toujours 3-4 jeunes de la deuxième ligue qui sont venus jouer avec nous. Donc on goûtait à la première ligue promotion, qui au départ était, eux jouaient en deuxième ligue, donc il y a quand même un saut entre les deux. Et il y a des joueurs qui ont manifesté un bon état d'esprit, qui ont eu quand même l'implication nécessaire pour faire des bouts de match ou certains matchs, mais dans la durée, il faut bosser, parce qu'à un moment donné, c'est pas évident. Varoujan, on comprend que cette équipe va devoir être complètement refondée. Est-ce qu'on peut avoir... Complètement, mais... grandement en tout cas. Est-ce qu'on peut peut avoir confiance sur la possibilité du FC Stade Nyonnais de rester dans la course pour la Promotion League et d'arriver à trouver les ressources nécessaires dans la relève peut-être et dans la jeunesse? Non, mais c'est clair. Nous, Promotion League, on va jouer aussi, ça je peux vous promettre, l'année prochaine, une rôle. D'ailleurs, ça va changer le système, je ne sais pas si vous êtes au courant. Il va y avoir un play-off, on va faire 35 matchs. Il faut finir dans les premières 6 pour jouer les premières places de montée Coupe Suisse. Qualification directe l'année prochaine. Les premières 6 passes, c'est qualification directe. Il n'y aura plus ce match de coupe fin saison que moi, je n'aimais pas trop non plus. Et non, on va faire une équipe pour être dans ces premières 6. Et là, on a déjà engagé, je ne sais pas si vous êtes au courant, Quentin Gaillard, qui revient au stade, depuis le stade Lozanouchi, qui était déjà chez nous. Et Gentian Bunyaku, qui vient de Yverdon. Alors, il n'y a pas seulement les joueurs qui partent à Yverdon. On est content, hein. On a quand même, le Stade Lyonnais, c'est une adresse maintenant pour les jeunes, une adresse importante, parce qu'il y a 6 joueurs qui partent plus haut en Challenge League ou à l'étranger, comme Adler da Silva en Slovaquie, comme Anthony Baron Challenge League, ou Loïc Ambala Challenge League, Ryan Kadima Challenge League.
à Stade Lozanouchi. Et Beli Vumbi, notre latéral gauche aussi. Donc ça veut dire que ce club, le FC Stade Lyonnais, a encore la possibilité justement de permettre aux joueurs qui évoluent là en Promotion League de grimper, de monter, donc d'évoluer. Oui. Et donc c'est logique pour vous que la relève va pouvoir arriver justement en Promotion League assez rapidement parce que la formation est là. Si on comprend, si je résume. Voilà. Parfait, donc on comprend vos ambitions pour la suite. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Varoujan Simonov, donc manager général du FC Stade Lyonnais. Merci et merci Domingos Ribeiro, tes coachs assistants. Et puis on salue Anthony Breza également. Et puis on vous retrouve très bientôt après l'été, la pause estivale, pour ensuite suivre la suite des matchs et de la compétition. Merci Domingos. Merci à vous. Merci. Avec son exposition Une île, le Nord, l'hiver, Lucas Solari vous fera voyager du château de Rolle jusqu'aux Pays-Bas du 16 juillet au 15 août. Entre paysages, portraits et tournois de billard, le photographe commente avec nous ces clichés. Bonjour Lucas. Bonjour Merci Andrea. beaucoup d'être avec nous. Alors on va préciser un petit peu, on va revenir sur cette histoire. Votre histoire, un voyage en 2009, vous partez sur l'île de Schiermonnikoog. Je crois que je l'ai dit juste. Vous, il vous a fallu des années. Hein. Oui, des années. Pour aller aux Pays-Bas. Et là, vous tombez amoureux de cette toute petite île. Qu'est-ce qui vous a plu? D'abord, ce qui m'a plu, c'est le paysage. C'est une île, il faut s'imaginer une dune de sable, perdue quelque part entre la mer du Nord et la mer de Wadden. Ça, c'est ce qui m'a plu. Déjà, pour commencer, c'était l'hiver. J'ai voulu faire ce voyage avec 3 idées dans ma tête, 3 graines petites. C'est une île, le Nord, l'hiver. Et je me suis... L'hiver, hein, vous dites d'ailleurs que ça s'y prête particulièrement à la photo noir-blanc. Pourquoi ? Oui, parce que c'est une ambiance monochrome, un peu comme ça. Ça, c'est une chose. C'est des lumières rasantes aussi, des contrastes. Je pense que ça se prête à ça. Et moi, quand je commence un sujet, que ce soit ou couleur ou noir-blanc, je m'y tiens. Voilà, ça devient une ligne. Une ligne, quoi. Ouais, une ligne que vous avez suivie depuis 2009. Alors, c'est vrai que votre femme est hollandaise. Alors, on voit finalement ce qui a pu vous attirer, l'amour. Il y a certainement une part d'amour, ça c'est clair. Mais je ne sais pas, l'idée de voyage, c'est surtout l'envie de me couler dans une idée de voyage, avec ces 3 petites idées. Et ça a été mon guide. Et ça a été déterminant. Parce que l'hiver, c'est une île très touristique, d'accord ? L'hiver, la vague de touristes reflue. Ils sont enfin entre eux. Et quand ils sont entre eux, ils font quelque chose de très spécial que j'ai eu à découvrir. Ouais, ce que vous nous emmenez à découvrir, c'est justement des paysages, des portraits et un tournoi de billard qui a lieu chaque année en janvier. Ouais. Qu'est-ce qui fait le point de commun de ces 3 thématiques-là ? Est-ce qu'il y en a un ? Est-ce qu'il y en a un je ne sais pas. Je n'ai pas réponse à tout. Je ne sais pas. Là, vous me prenez un peu au dépourvu. Ça a été finalement un révélateur de cette île. Qu'est-ce que vous avez appris sur ces personnages-là que vous avez photographiés ? Moi, si vous voulez, ça a été... Moi, d'abord, j'ai photographié les paysages. Ensuite, quelque part, j'ai voulu chercher un contact. La porte d'entrée, ça a été le jeu, leur moment à eux. Donc le tournoi de billard. Le tournoi de billard. Et ils sont 900 habitants à quelques, ils ont 11 clubs de billard. Et c'est au mois de janvier précisément, le mois que j'ai choisi d'aller chaque fois sur l'île. Et donc à un moment donné, cette rencontre s'est faite. Un jour, j'ai entendu parler de ce championnat, je suis allé à la taverne de l'île, qui est un musée, où chaque objet raconte l'histoire de l'île, l'histoire maritime de l'île. Et là, je me suis assis à côté d'une... Ce qui vous a permis de, justement, ces rencontres avec ces marins qu'on a vus ici dans les portraits. Il y a des portraits assez frappants où vous me disiez, c'est assez frappant parce que chaque visage est finalement un paysage en lui-même. Oui, tout à fait. Ça, c'est important. Et une chose très importante, j'ai fait les paysages toujours au même endroit, dans la taverne, parce qu'ils s'y sentaient bien. C'est très important. C'est un instant, le portrait. Faire le portrait de quelqu'un, ça suppose une confiance, que la personne se sente à l'aise. Et c'est un endroit où ils se sentaient chez eux. Ils étaient chez eux dans cette taverne. C'est une question que j'aime bien poser aux photographes, mais qu'est-ce qui vous fait déclencher à un moment donné ? La vérité. La vérité. Le naturel. Absolument. Je pense que ça se voit, je pense, j'espère.
Mais il peut y avoir des ratages. Il y a des gens qui face à une caméra, ça ne marche pas du tout. C'est-à-dire que pour ce faire, il faut que vous entriez forcément en dialogue avec ces personnes-là, qu'il y ait une relation qui s'installe entre vous deux. Complètement. Il y a toujours un moment de dialogue. Et je pense que le fait qu'il m'ait vu souvent dans cette île, en train de faire des photos dans le championnat de VR, ils se sont familiarisés avec moi. Moi, je ne parle pas le hollandais. Bon, on essaie de communiquer en anglais, ils savent ce que je veux. Donc il y a un élément de confiance qui s'est installé, qui s'est construit avec le fil du temps. Ça, c'était super important. Et je pense qu'ils sont familiarisés à voir ce gars qui est rentré dans un moment d'intimité, ce qui, franchement, n'est pas évident du tout. Parce qu'ils m'ont dit une fois, on ne veut pas être fameux. On ne veut pas être connu. Bon, ils ne vont pas être connus avec moi, je ne suis pas une star de la photographie, mais j'ai respecté les règles. Ouais, quand même, ça fait une sacrée exposition, hein, parce que vous en avez fait ce voyage, ensuite ce livre qui est sorti en 2018. On va essayer de tourner quelques pages. Et puis, de cette exposition, on aura aussi de la littérature, de la musique. Ouais. Pourquoi mélanger ces différents arts? Alors, je sais que vous êtes compositeur, mais pourquoi avoir voulu mélanger ces différents arts? D'abord, je voulais dire une chose, c'est que je n'ai pas voulu. Quand on m'a appelé, la commune de Rolle m'a appelé pour faire l'exposition, il n'y avait pas de musique à ce moment-là. C'est en cours de préparation de l'exposition que tout d'un coup, il y a quelque chose de musical qui est surgi, et je me suis dit, c'est quelque chose qui va aller avec. Et je l'ai fait. Il faut dire aussi que C'est quel genre de musique, du coup? C'était une musique c'est une question de là-bas intéressante. Vous savez, la réponse que je vais vous donner, elle est simple. C'est des sons organisés. Pour moi, la définition de la musique, c'est des sons organisés. Ça ne répond pas forcément, si vous voulez, à la musique qu'on entend tous les jours, à la radio, mais c'est des sons organisés. Moi, je suis batteur. Et donc, en général, les batteurs, comme les bassistes, sont les fondations dans le côté cliché de la chose. Et moi, j'ai renversé la partition musicale, j'ai pris la parole en tant que batteur, et je me suis exprimé avec cet instrument. Et après, j'ai invité un clarinettiste, Nicolas Orioli, qui est prof à l'EJMA, Grégoire Marais, qui est un harmoniciste connu, qui habite à New York, qui m'a envoyé ses trucs, ses sonorités, Christian Guggenbuhl, qui est ici à Rolle, qui est un musicien extraordinaire, qui fait le mix et qui joue la contrebasse, et j'ai quelqu'un qui dit les textes. Et j'ai fait cet assemblage, et ça dure une douzaine de minutes, et je vais l'envoyer, on va voir comment ils vont réagir. C'est la première fois que je fais ça de ma vie. Et ça pourra peut-être voyager, tout ça c'est à voir au château de Rolle du 16 juillet au 15 août. Est-ce que c'est une manière finalement de clôturer ce voyage, ou est-ce qu'il y en aura d'autres, peut-être toujours à Schiermonnikoog ou ailleurs? Non, il ne faut jamais dire fin. Moi, c'est clair que ce qui s'est passé, la situation actuelle a interrompu les choses, mais sinon j'y serai toujours. J'y serais toujours allé. Souvent, on m'a dit, mes copains, tout le temps, pourquoi tu y retournes tout le temps à cet endroit? Qu'est-ce qui se passe? Des fois même, je doutais. Mais il suffisait que je pose un pied et qu'on me salue. « Hey, Luca !» N'importe comme ça, ce geste, cette reconnaissance, cette sympathie, c'était bon. C'était OK, j'étais content d'être là. Et pour terminer l'interview, aujourd'hui, vous êtes installé à Rolle. Est-ce que photographier Rolle, la perle du Léman, ça vous tente? Oui, mais je vais le faire, mais à ma façon. Et c'est aussi peut-être à la même manière que j'ai fait ce voyage que j'ai commencé, c'est-à-dire avec... je me laisse aller, je ne suis pas professionnel, je n'ai pas de compte à rendre, je veux la liberté. L'art ne peut exister que dans la liberté. Et c'est très important, ça. Et donc, c'est comme ça que j'agis, disons, photographiquement. Un artiste libre, voilà une belle manière de conclure cette interview, Luca Solari. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, et donc à voir pour vous Une île, le Nord, l'hiver du 16 juillet au 15 août au château de Rolle. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, très belle journée. Un plaisir, merci beaucoup. C'est tout pour la quotidienne du 21 juin. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie. On se retrouve demain. Excellente soirée à tous.